Merci beaucoup de nous recevoir ici dans ton club. Alors aujourd'hui, on est au Scar d'Oxygène, rue de Borrego, dans le 20e. Il y a un autre club dans le 18e. Alors aujourd'hui, on est venu pour montrer à un débutant ce qu'est le Muay Thai. Déjà, avec grand plaisir. Je te laisse expliquer déjà. Qu'est-ce que tu peux nous dire si un débutant il vient se renseigner pour s'inscrire dans tes cours? Tu sais que déjà, premièrement, pour les tailles, les Français, c'est tous des débutants. Ok. Donc, quand quelqu'un me demande, je dis c'est tous des débutants. Ok, t'as raison. C'est quand tu as vécu en Thaïlande. En même temps, toi, tu as été un grand champion en Thaïlande, tu as été vraiment une légende là-bas. On n'a jamais fini de progresser. Parce que c'est, bien sûr, bien sûr. Voilà, c'est tellement technique et voilà, il y a tellement de trucs à travailler. Peut-être qu'un simple direct du gauche, ça demande au moins 1 an, 2 ans de travail. C'est un simple direct du gauche. Vous entendez, hein, les boxeurs, franchement, il faut bosser tous les jours, il faut s'entraîner. Exactement, ouais. Toi, en Thaïlande, tu as été le seul étranger à avoir gagné au Lumpini. Ouais, je suis le premier français à gagner, être classé numéro 1 du Rajadamnern. Voilà, Rajadamnern, c'est un des plus grands stades en Thaïlande pour ceux qui ne connaissent pas. C'est-à-dire avec le Lumpini, il y en a 2. Voilà, et ça a été un de ces champions, tu as été respecté par tous les bons, tu as combattu Wakao, tu as combattu énormément. Pas mal de légendes du Muay Thai, comme Onglek, Orono, Robeut. Voilà, c'est important de le dire. Maintenant, merci beaucoup de nous recevoir et on va passer à la démonstration au sac. Tu vas nous montrer un peu les enchaînements qu'on peut faire en Muay Thai. Si tu veux. Tu vas nous montrer un peu ce que tu as appris en début de cours pour le cours des débutants. Les enchaînements simples, c'est-à-dire un coup de pied, un coup de poing, ou un coup de poing d'abord, ou un coup de pied après, voilà. Alors, je vais te laisser montrer. C'est tout simple. Donc, un des enchaînements les plus faciles, c'est gauche, droite. C'est pas comme les gauche-droite. Ouais. Le mec fait attention au point. Après, tu ne vois pas. Ah, c'est lui qui est italien. Voilà. Je sais pas savoir. Je mets gauche-droite, après, tu prends attention et tu peux hésiter sur mon point. Bien sûr. Et après le pied. Tu ne vois pas la jambe arrière derrière. Bien sûr. Ça, c'est vraiment l'enchaînement basique. Tu vas là. Donc, on a 1, 2, 3. 1, 2, ça c'est un des premiers enchaînements. Le fameux coup de tibia des Thaïlandais, parce que franchement, les tibias, tibias, on peut taper aussi avec la cheville ou le pied. Ouais. On peut faire, en gros, si je refais. C'est avec l'autre, d'accord. Parce que moi, comme je suis droitier, je ne sais pas pourquoi j'ai le réflexe d'avoir toujours la jambe gauche devant. C'est. Parce que tu es droitier? De base, j'ai commencé par la self-défense, et dans la self-défense, quand tu es droitier, tu as toujours le pied gauche devant et le pied arrière pour pouvoir piloter. Tu peux taper les deux jambes, ce sont les deux existants. Ouais, c'est ça. Mais j'ai du mal avec la jambe arrière. J'ai du mal un peu avec la jambe arrière. Ouais. Non, mais j'ai du mal à avoir le réflexe. C'est-à-dire quand je fais gauche-droite, j'ai toujours le réflexe de partir de l'avant. Bah vas-y, ouais. Et bah voilà. Les enchaînements simples, mais avant de travailler les enchaînements, les gens travaillent les coups. Bien sûr. On travaille le direct du gauche, le direct du droit, le gauche-droite. La position des jambes, c'est vraiment un peu. Les enchaînements, c'est après avoir déjà maîtrisé des mouvements simples. Peut-être que la gauche, peut-être le gauche-droite, peut-être le coup de pied. Parce que là, il y a 3 trucs à travailler, donc on commence pas. Toi, ici, tu as vraiment 7 jours sur 7, vous êtes ouvert, vous faites des cours tous les jours. 365 jours par an. C'est incroyable. Voilà. Vous avez même je crois, j'ai vu, vous avez un logement pour ceux qui désirent vivre vraiment comme un camp en Thaïlande. Je peux dormir sur place. C'est génial. Ouais. Et là, hier, tu es revenu d'un gala. Hier, je suis parti faire une petite démonstration. Ouais. Je sais pas si on entend bien. Ouais, sûr. T'inquiète, j'ai l'autre. Je suis parti faire une démonstration avec Samir Petit Prince. D'accord. Qui est un grand champion de l'époque que j'ai boxé à l'époque, j'avais perdu au point. Il a une carrière un peu incroyable parce qu'il a 163 combats pour seulement 3 défaites. Donc c'est du jamais vu, quoi. Il est excellent, quoi. Et en plus, il a de la chance, en plus c'est quelqu'un de gentil, donc voilà, tout lui réussit. Génial. Et je suis parti faire une petite démo avec lui. Voilà, c'est bien passé, on a fait plaisir au public. Bien sûr, j'imagine avoir 2 grands champions, de grandes légendes en train de s'entraîner, ça doit être vraiment beau. Ça rappelait il y a 20 ans. Ouais. Donc le coup de pied en Muay Thai, c'est le coup de pied le plus puissant. Ouais. C'est un coup de pied qu'on répète des centaines, voire des milliers, peut-être pas des milliers, mais 1000 fois par jour pour certains. Bien sûr. Vraiment plusieurs centaines. Okay. La jambe gauche, la jambe droite. Il y a une jambe qu'on favorise, c'est si par exemple l'adversaire est droitier, je vais taper de la jambe gauche. Voilà, tu tapes ça moi. Voilà. Si tu es droitier, la jambe droite elle va aller dans ton dos. D'accord? Okay. La jambe gauche elle va aller dans le ventre. Ouais. Donc face à un droitier, je peux taper de la gauche. Si le mec était gaucher, mettons gaucher, ça va être la jambe droite que je vais utiliser en priorité. Parce que la jambe gauche, elle va taper dans le dos ça ne fait pas très mal, ce qui fait qu'on peut attraper la jambe facilement. Là, si tu tapes là dans le dos, hop, j'attrape, c'est facile. Mais là, j'ai tendance à protéger parce que c'est mon ventre.
Plus c'est bon. Donc tu veux que je monte jambe gauche? Ouais, tu préfères quoi? Commencer par alors jambe droite d'abord. Alors il faut le tenir comme ça. Mets-toi comme ça. Comme ça. Ouais, prenez là. Ouais. Et contre le torse. Les mains sur la tête. Voilà. Ça, ça peut plus loin. Parce que là, bon, tu vois. Donc, alors, bien, j'apprends aussi. Ouais, alors moi, avant de taper, je vais venir lever la main. Évidemment, en combat, on va être aussi. On va être beaucoup plus rapide en combat, on n'aura pas le temps de bien armer, mais bon, là, on a le temps, c'est pour un exercice. Je vais venir lever la main. J'inspire. Je gonfle les poumons à fond. Après, je ferme la bouche et je comprime l'air. Parce que si je ne ferme pas la bouche, je ne peux pas comprimer l'air. Pourquoi? Parce que c'est l'impulsion, non? C'est pas l'impulsion? Non, parce que l'air il ressort, ça ne ferme pas la bouche. Si tu comprimes un truc avec un orifice ouvert, tu peux le comprimer. C'est ça. Là, je ferme la bouche et je peux comprimer, tu sais, quand tu vas cracher. Ouais, ou quand tu contractes. T'es obligé de. Ouais. On peut beaucoup contracter avec la bouche ouverte, mais pour comprimer les poumons, il faut que la bouche soit fermée, sinon on les ressort. Ça semble. Donc là, je vais lever la main. Je gonfle les poumons. Et après, je vais venir envoyer la hanche. D'accord? Je ne mets pas de force dans la jambe. J'envoie juste la hanche. Quand j'envoie la hanche va attirer le genou, qui lui-même va attirer le pied. Et tu sais pourquoi? Voilà, faut réfléchir. Il faut pivoter. Il faut que tu réfléchisses. Si j'envoie la hanche, le genou va partir avec. Pourquoi? Parce que c'est lui qui conduit la hanche. Comment ça? Parce qu'ils sont attachés. Ah. Ils sont attachés. Ouais. Si tu tires un truc attaché à un truc, ouais, non, c'est sûr. Et si, donc alors, j'envoie la hanche, le genou va suivre, et le pied va suivre. C'est pourquoi le pied va suivre? Parce qu'il est attaché. Oui, il est attaché à quoi? Au genou. Avec, par le tibia. Par le tibia, par le mollet. Voilà. Donc ce qui fait qu'en fait la jambe va être molle. Un peu comme une jambe molle, tu vois, là, c'est bon. J'envoie juste là. On va dire ça c'est ma jambe. Ça c'est ma hanche. J'envoie la hanche. Bah, ça va venir fouetter. Bah, ça va prendre plus de vitesse, plus de force que si je mets de la force dans la jambe. C'est vraiment là. Il faut que ça fasse un bruit de claquage. Voilà. Là. Je lève la main, j'inspire, je bloque. Avant de taper, même je peux me permettre de reculer un peu le pied. Comme ça, j'ai plus d'élan. Si je pars de là, il y a un certain élan. Mais si je pars de là, il y a plus d'élan. Là, je ne suis pas à l'aise. Donc, ce qui fait qu'avant de taper, hop, je recule un peu. Ça fait prendre une petite prise d'élan en plus. Plus l'aspiration, plus le blocage. Là. Et après, et on envoie que l'anche. Et là, j'ai la main. Donc là, je ne mets pas beaucoup de force pour que j'envoie de l'anche. Donc je ne me fatigue pas trop, je n'envoie pas le pied. Et ça vient fouetter. Ouais, ça, là, ça claque bien. Là, je l'ai senti. Merci. Quand ça claque dans le sac, ça fait du bruit. Et quand on fait du bruit, on se sent vivant. Et tout le monde te regarde et tu as l'impression d'être vivant, d'être important. Alors que si tu ne fais pas de bruit, au bout de 2 minutes, tu te lasses. Ouais, tu te dis même ça marche pas ce que je fais. Ouais, ça donne pas trop envie. C'est comme si tu tapes sur un tambour, tu fais pas de bruit. Bien, si tu fais comme ça, un moment ça te saoule alors. Là, je me sens ça te laisse. Même avec les pieds. Ouais, là c'est des chevaux avec les jambes, la pêche en fait. Les soins, ouais. Merci à toi. Maintenant, ce que j'aimerais qu'on fasse, après, j'ai pas la prétention d'avoir un bon niveau, mais je veux juste qu'on fasse un petit échange pour que tu montes un peu l'échange souple. C'est-à-dire le truc vraiment tranquille. On va mettre les gants et on va faire un petit check-in. Alors là aujourd'hui, on salue, voilà, on montre un peu la base de respect. On salue. Alors en thaïlandais, on dit, pour dire bonjour, on dit Sawadee Krap. Ouais, alors là c'est juste un salut d'entraînement, c'est pas pour dire bonjour, parce que bonjour c'est quand on se voit le matin et au revoir c'est quand on se quitte le soir. C'est pas tout au long de la journée, sinon ça veut rien dire. On se dit, on se met les gants, des petits blocs, pas trop mal, technique, petit blocage, voilà. Moi je mets beaucoup d'esquives, je suis chaud.
Ouais, là c'est vraiment un combat souple, hein, c'est pas. Exactement. C'est pas un combat. C'est souple. Alors oui, il y a aussi les saisies en botte. Exactement. Boxe-side. Boxe-side. Ah ouais, celui-là. À chaque fois, après ce que je t'appelle aussi, Merci Jean-Charles. Avec plaisir. Alors Jean-Charles, je vais vous poser une petite question. Déjà, qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer? C'est quoi que tu as eu? Tu as eu une envie soudaine? À l'époque, je cherchais une discipline, un sport de combat, un art martial. C'est pas la même chose. J'avais testé du judo, du karaté, le kung fu, l'aïkido. Mais avec le Muay Thai, il y a eu la rencontre avec André Zetoun, et c'est vraiment ça qui était le déclencheur, il m'a retourné. Donc tout de suite, il s'occupait de moi et je me suis senti valorisé. Et j'ai continué, après il y a eu le combat. Les autres disciplines ne proposaient pas de combat, le kung fu, l'aïkido, ça n'existait pas ça. Et là, ça ouvrait une nouvelle porte. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu es arrivé, tu t'es dit directement, je sais que c'est ça que je veux faire, je fais du Muay Thai. Tu as eu peur au début? Tu as eu peur un petit peu au début? Tu as eu une petite crainte au début? Ouais, ça un petit gars, qui fait mal. Je suis allé, j'étais pas fier, je suis vraiment. Ouais, mais elle est un peu la tête baissée, t'as pas fait le fier. Ouais. Et après, je me suis pris le premier coup et j'ai fait aussi c'est fort, je suis ça pas se baisse le coup. Il faut que j'entraîne au maximum, que je progresse. Je n'ai pas loupé un entraînement et je vais en avant, je suis d'accord avec la cacahuète, je fais tout ce qu'on veut me dire. Il n'y a pas besoin de me rentrer des victoires. C'est pour ça que ainsi de suite. Et la question que je me posais, c'est partir en Thaïlande, ça a été avant les cours. Tu as fait des combats d'abord en France et après. Ouais, je fais 5 combats en France déclassés. Il y a 18 ans, je suis parti en Thaïlande pour 2-3 mois, pour les vacances, juillet, août, septembre, pour m'entraîner. Et en fait, au bout de m'entraîner, j'ai surtout fait des combats dans les bars. Okay. Ah, ça se fait beaucoup là-bas, les combats dans les bars. Oui, ouais, moins maintenant. À l'époque, à Pattaya, il y avait des bars où, comme l'État avait un meilleur niveau. Enfin, les étrangers, les Savants n'avaient pas le niveau d'aujourd'hui. Donc l'État, il boxait dans les bars parce que l'État, il gagne dedans. Maintenant, c'est différent. L'État, il faut prendre le risque de boxer un étranger dans un bar. Ils savent que les étrangers maintenant connaissent le blocage, connaissent les pieds. Avant, vous étiez un peu dévalorisé comme vous avez dit en Thaïlande. Et Farang, c'est ça? Farang, c'est un étranger pour le Thaï. Donc ils se disaient ça quand ils étaient pas. Ouais. Aujourd'hui, forcément. Il n'y avait pas autant de clubs, il n'y avait pas autant de clubs, il n'y avait pas autant de tailles qui voyageaient des stages entiers, c'était pas Internet. Voilà. C'est ça. Il n'y avait pas aussi les gens qui ont des clubs à Paris avant, c'était vraiment, je pense. Il n'y avait pas beaucoup de clubs, c'était sans pas rien. Ouais. Et c'est à quel moment où toi tu as commencé à vivre vraiment de ce métier? Je suis parti en Thaïlande à 25 ans, j'étais étudiant en France, des études d'ostéopathie. J'avais 5 ans à faire pour avant d'avoir le diplôme, et en 4e année, c'est 2 ans avant, je n'étais pas intéressé pour devenir ostéopathe, et je sentais que je pouvais faire quelque chose en outside, parce que j'ai eu la chirurgie de Pancao, et j'ai tenté ma chance en Thaïlande. C'était professionnel. C'est quel champion qui a vraiment été impressionné de le rencontrer? C'est-à-dire dès le début tu savais que tu t'es dit, tu as été intimidé? Sur le ring? Ouais. Parce que les champions que j'avais sur mon mur, c'était tous des amis ou des. C'est ça. Non, j'imagine. À l'époque, quand tu as commencé les compétitions en Thaïlande. Robert, par exemple, pour le combat phare, j'ai bossé Robert, au Renault, c'était des gens que j'avais bossé quand je commençais, un partenaire pour moi de le rencontrer. J'imagine. Et est-ce que tu as vraiment un moment où tu t'es dit, j'ai passé un step? Est-ce qu'il y a dans ta tête un moment où tu as eu ton mindset, tu t'es dit, j'ai passé un step, c'est-à-dire j'ai passé vraiment une étape dans la boxe thaï qu'avant ça se faisait pas? Est-ce qu'il y a eu un moment, un jour où tu as eu
respecté, tu l'es toujours aujourd'hui d'ailleurs. Tous les boxeurs sont respectés, tout le monde est respecté. Souvent sur le ring, ça c'est génial. Gagner par lui, passer des failles. Ça va? C'est vrai. Et moi, ce que je me demandais toujours, c'est est-ce que quelqu'un qui vient pour s'entraîner, tu repères qu'il peut devenir pro, c'est lui son envie? Comment ça se passe? Ça veut dire quelqu'un qui vient et qui dit voilà, je vais faire des compétitions. Il a un petit niveau, au début, il arrive. Est-ce que toi, c'est toi qui le repères? Si je veux faire des compétitions, c'est bizarre, il faut savoir si tu veux en faire quand tu ne connais pas. Non, c'est vraiment l'entraîneur qui tient quoi. Il y a du potentiel. Tu as du potentiel, je dirais de faire un combat. Voilà, ça je veux dire. Et le mec en général, il est venu pour se sentir plus fort, pour s'entraîner certainement, il ne pense pas spécialement faire les combats. Bien sûr. Et toi aujourd'hui, tu as 2 clubs à Paris, et tu as un club aussi en Thaïlande. Ouais, j'ai repris le Pivet, c'est un club légendaire sur Bangkok, c'est sur les que je m'entraînais, et de très nombreux champions de Thaï qui se sont entraînés là-bas par le passé. Quand je suis parti de Thaïlande, au bout de quelques années, le club était un peu à l'abandon, il y avait plus grand monde, le directeur du club commençait à avoir 75-80 ans, il était motivé. Donc j'ai repris le club, voilà, je l'ai refait à neuf, et je pense que c'est Joe Kismus qui a aussi j'ai contact. Tout le monde est bien. C'est quoi? C'est des sessions d'entraînement? C'est des... C'est comme tous les clubs, le Thaï, entraînement le matin, entraînement l'après-midi. Et les gens dorment sur place? Il y a possibilité de dormir sur place, il y a possibilité de dormir plus. C'est bon à savoir quand on passe par la Thaïlande. Vous savez que M. Skarbowski a un club d'entraînement. Génial, ça, donc c'est super. Maintenant, la vraie question que je me pose, moi, en tant que fan de boxe depuis jeune, même si j'ai jamais vraiment pratiqué, j'ai toujours vu d'un œil extérieur, quand on est dans un stade en Thaïlande, ça doit être vraiment quelque chose en boxe. C'est-à-dire là-bas, dès qu'il y a un coup, c'est... Ouais, le public, c'est génial. Après, quand c'est concentré, quand c'est un combat, ce qui se passe autour du ring, c'est pas vraiment... Voilà, genre tout ce qui est Paris, tout ça, toi tu t'en mets pas, t'es vraiment dans ton... Parce que là-bas, je sais que ça se fait beaucoup. Non, c'est pas dans le sens où tu t'en mets pas, mais... J'ai déjà parlé sur moi plusieurs fois. Ah voilà, c'est ça que je demande. Okay. Ah ouais? Ah, c'est génial ça. C'est-à-dire que tu paries sur toi, tu sais que si tu gagnes, là, t'as un champion. Je parie ma bourse. Et que si je gagne, le double, si je perds, ben... Ah, c'est génial ça. Ça détaille bien parce que ouais, ça montre que t'as confiance en toi, ça montre que t'es... Ouais, je comprends. Ça, je fais quelques fois, c'était une fois où le match est nul et... j'arrête. Ok. Pour moi, je pense à l'argent, ça me... Ah ouais, ça t'a perturbé. Est-ce qu'il y a un adversaire qui t'a vraiment, on va dire, impressionné par sa technique? Je sais que tu as bien parlé, je crois. Il y a Robeux, il y a tous ceux, les Thaïs, mais les Français, Farid Kiber et c'est la France. Il y a aussi plus jeune maintenant, je parle plus des frères Bouganem qui ont fait une grosse carrière là-bas. Il y a les frères Pinto aussi, Léo et Antoine, exact. Et il y a aussi, maintenant il y a une vague de Français qui... Oui, il y a les 3 frères, là. Petman, Pesson, Petsam. Ok, ouais. Ça c'est les familles de Français qui sont fait. Ah ok. Il y a aussi Nabil Alam, là, de moitié français de Thaï. Lui, les choses... Moi, ce que je veux dire, c'est qu'aussi aujourd'hui, avec l'essor du MMA en France et le Muay Thai aussi, ça a dû... avant les compétitions, on m'a dit que c'était un peu... Il fallait se cacher quand tu faisais. C'était pas reconnu par l'État français, c'est-à-dire que ça s'appelait même pas Muay Thai, qui peut des box Thai. On avait un nom spécial. À l'époque, c'était pas... Non, pas caché, dans le sens où c'était pas reconnu de faire ça, avant la France. Je crois qu'il y a eu une période où c'était pas terrible de faire ça, dans le sens où sur l'État. C'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit qu'à l'époque, il y a très longtemps, le Muay Thai, c'était pas... Il y a toujours eu de la boxe. C'est ça. Mais comme le Muay Thai, il y avait les coups dans les genoux, je sais qu'ils n'étaient pas fans en France. Bah ouais, c'est quand tu as une nouvelle discipline, c'est ça. Ceux qui ont lancé une discipline, qui sont nationalisés, qui ont un adversaire. C'est ça, c'est comme pour le MMA. C'est comme pour le MMA, j'imagine que au début, quand c'est arrivé, c'était interdit. C'est ça, ça a été interdit pendant longtemps et maintenant il commence à démocratiser un peu. Ok, moi je crois que ça avait été interdit à une époque, mais comme c'était les coups des légionnistes, c'était un peu violent. Mais ils faisaient le combat avec les... À l'époque, tout était interdit, mais les compétents pour les combats internationaux, ils étaient autorisés. Sans faut dire. Aujourd'hui, les sont autorisés avec des filières. C'est un peu bizarre, il faut dire, parce que des fois, ça fait des plus grosses marques, c'est pas de filière, parce que le FNAC, ça arrache. Ah oui, ça arrache, ouais, bien sûr. Alors Jean-Charles, merci pour cet échange.
échange. Miguel, merci d'être venu. Ça va, on s'est bien amusé. Ouais, c'était cool. Maintenant, je voulais te demander, est-ce que tu as un message pour tous les gens qui veulent commencer la boxe taille et qui ont un petit doute avant de commencer? Non, mais la boxe taille, c'est vraiment pour moi le meilleur des sports. Parce que c'est un truc où on se donne à fond. On risque même sa vie sur le ring. Bon, on n'est pas obligé de faire des combats, bien sûr. Mais pour les gens qui font du loisir, ça leur apporte une grande confiance en eux. Et cette confiance en eux, ils font des trucs qu'ils aiment dans leur vie. C'est un métier qu'ils aiment, une femme qu'ils aiment. Enfin, tout semble plus facile avec la confiance en soi. En gros, c'est un complément de la vie de tous les jours pour ceux qui veulent le faire en loisir. C'est un complément de ce qu'ils ont déjà et ça peut leur rajouter une activité sportive. Ça rajoute de la confiance et nous, ça peut aider à se défendre. Surtout ça rencontrer des amis et rencontrer sa famille. Ouais, et profiter surtout tous les gens que je connais, c'est de par le Muay Thai. Et une fois que les gens arrivent là, ils connaissent que des gens du Muay Thai. Et puis ça se passe bien. Il y a un respect qu'il n'y a pas. Les arts martiaux, évidemment, il y a du respect. Je parle de la société en règle générale, la vie, le boulot. En Muay Thai, il y a plus de respect. C'est bien de le préciser. Alors venez au club d'Orego et de. Voilà, et de rue Lamarck. Ouais. Dans le 18e. 18e, vous êtes bienvenus. Merci Jean-Charles. Bravo pour tout ce que tu fais. Bon, on adhère. Merci.